Bonjour à tous. Je suis ravi de faire ce webinaire avec Nathalie de Cap Innov et de ID2Green. Durant ce séminaire, on va passer plus ou moins une demi-heure, entre une demi-heure et 45 minutes ensemble. On va aborder 4 sujets principaux. Le premier concerne le statut de la décarbonisation des entreprises. Et donc, suite à notre participation à la COP28 l'année passée, on va vous donner un peu un statut et un feedback de ce qu'on a découvert là-bas. Ensuite, on va rappeler quelle est l'approche globale pour faire un plan de décarbonisation. Et ensuite, on va parler de l'approche simplifiée que Capinov propose et de l'approche complète qu'on peut faire avec Decarbonize. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Tout est en ordre? Oui? OK. Alors, tout d'abord, un petit mot sur Decarbonize. Donc, Decarbonize est une société qui a comme mission de mesurer l'empreinte carbone et de réduire l'empreinte carbone des entreprises. Donc, on a aujourd'hui 3 types de clients. On a des grandes corporates comme Bridgestone, Aisin, Alstom, Luminus. Et on a une centaine de PME qui font entre 10 et 500 personnes. Et alors, on a des partenariats avec une dizaine de fonds d'investissement pour utiliser justement notre approche SCAN qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, on est 25 personnes dans la société, donc on est 25 decarbonizers et on est présent sur 3 régions, la Belgique, la France et le Moyen-Orient. Alors, tout d'abord, on va faire un point sur la décarbonisation. Donc, lors de la COP28, on a eu l'occasion de participer à plusieurs panels et d'avoir quelques histoires, quelques stories. Je pense que c'est beaucoup plus parlant que d'avoir des slides avec trop de chiffres. La première histoire qui nous a fort marqué, c'est on discutait avec le CEO de DP World, qui est une société qui gère l'ensemble des ports au niveau en Asie et dans le monde. Et il nous disait que pour la première fois, ils avaient dû fermer les ports pendant plus de 6 jours à cause du nombre de vagues de plus de 10 mètres qui étaient en forte augmentation. Donc ça, c'est un premier signal aujourd'hui que les effets du réchauffement climatique aujourd'hui ont un impact direct sur l'économie de certains business. Un autre exemple, c'est un de nos clients qui est dans l'acier, qui a dû arrêter son usine pendant plus d'une semaine pendant les canicules parce qu'il n'y avait plus moyen de refroidir leur système, leur processus, parce que la température des rivières commençait à être beaucoup trop élevée. Un troisième exemple qui nous a marqué, c'est Nestlé qui expliquait à quel point aujourd'hui il y avait un stress par rapport à l'eau. Donc on parle beaucoup de décarbonisation, mais vous allez voir aussi qu'on parle de biodiversité et de l'accès à l'eau. Et il y avait une question fondamentale, Nestlé qui disait, nous on a acheté des sources dans plusieurs pays, dans plusieurs régions, pour pouvoir produire, pour pouvoir assurer notre production de nourriture. Mais aujourd'hui, dans ces pays, il y a un manque d'eau. Et donc, il y a la question de savoir, la source vous appartient, mais l'eau, est-ce qu'elle appartient au pays ou bien est-ce que l'eau appartient à une entreprise commerciale? Une quatrième tendance qu'on a vue, c'est les assurances. Donc aujourd'hui, de plus en plus de régions dans le monde deviennent inassurables. Et donc, il y a toute une réflexion fondamentale des grandes sociétés d'assurance de savoir comment doit-on encore, peut-on encore, comment faire pour assurer des zones qui sont sujettes à des inondations, sujettes à des tempêtes ou des incendies. Et enfin, on voit aussi un phénomène de sécheresse au niveau européen et en France principalement, euh, qui est lié à la fonte des glaciers. Donc, on remarque aujourd'hui que comme il y a une variation de température de plus en plus importante pendant l'hiver, eh bien, il y a des fontes de glaciers et des réserves de neige qui se fait beaucoup plus tôt dans la saison, ce qui fait que l'eau disparaît et toute cette réserve de glace qui permettait d'étaler dans le temps l'écoulement de l'eau pour l'agriculture, ben, était condensée au début et n'était plus du tout étalée sur plusieurs mois. Et ce qui est une des causes de sécheresse et donc de perte de rendement de l'agriculture dans certaines régions.
Voilà, c'était quelques petites histoires qui, moi, m'ont marqué, que je voulais partager avec vous. Alors, si on prend un peu de hauteur et qu'on regarde les 6 grandes tendances au niveau de la décarbonisation au niveau mondial, la première tendance, c'est clairement que les sociétés aujourd'hui sont à l'attaque d'un point de vue décarbonisation. Donc, beaucoup commencent à mesurer leur empreinte carbone, beaucoup sont en train d'installer des solutions de réduction. On est dans l'électrification à tout va, donc euh, on est tout pour l'électrification, même si il y a des réserves à avoir. Et alors, tout ce qui est économie circulaire qui prend énormément d'importance. Donc, ça, c'est le focus principal des entreprises aujourd'hui. Le deuxième focus, la deuxième tendance, c'est que la finance aujourd'hui prend ses responsabilités. Donc, on remarque que l'accès au capital devient de plus en plus difficile pour les sociétés qui ne démontrent pas qu'elles ont fait un effort au niveau de leur bilan carbone et qu'elles n'arrivent pas à démontrer qu'elles ont lancé des actions pour réduire leur empreinte carbone. Donc, les banques aujourd'hui jouent un rôle et commencent à proposer des crédits différents pour une société qui est verte ou est pas verte. Encore hier, j'avais l'appel de quelqu'un qui me disait, je voudrais rentrer des subsides pour avoir accès à un financement bancaire, subside plus financement bancaire. J'ai pas de bilan carbone et donc ils veulent pas me le donner tout de suite. Ils veulent que je fasse d'abord un bilan carbone. Ensuite, et alors oui, au niveau financier, il y a aussi tous les fonds aujourd'hui, tous les fonds à impact. On remarque aussi que le portefeuille des sociétés d'assurance qui ont des énormes assets financiers qui doivent gérer sur du long terme commence à bouger progressivement vers des investissements mais bon, qui sont plus green, mais ça se fait doucement parce que ils ont quand même une obligation de rendement. Donc voilà, les choses évoluent, mais pas toujours très rapidement. La troisième tendance, c'est clairement la régulation, donc les lois. Aujourd'hui, on parle énormément de la loi CSRD qui est appliquée aux grandes entreprises comme UCB, Bridgestone, et toutes ces sociétés, ces grandes sociétés, cascadent leurs obligations et leurs contraintes liées à la réduction de CO2 au niveau de leurs fournisseurs, c'est-à-dire les PME, qui doivent s'adapter également. Donc là, on sent un effet massif pour l'instant dans les sociétés de cette loi CSRD, qui est fort au niveau régulation et au niveau mesure. Le next step, ce sera de passer à l'action pour réduire l'empreinte carbone. Il y a une autre loi qui arrive et qui va faire, à mon avis, beaucoup de bruit dans 2 ans. C'est la loi du CBAM qui impose à toutes les sociétés qui importent, donc qui donnent une taxe carbone à 8 familles de produits comme l'acier, l'aluminium, le fer, le ciment, tout ce qui est engrais et électricité. Et donc, il va y avoir une taxe carbone pour tous ces produits qui sont importés en Europe. La quatrième tendance qui a été un petit peu oubliée ces dernières années, c'est la nature, c'est tous les projets de reforestation, les projets de biodiversité. Je dis que ça a été un peu oublié, donc ça n'a pas été oublié, mais la tendance qui était très forte durant ces 10 dernières années a un peu stagné parce qu'il y a eu un certain nombre de scandales et qu'il y a aussi eu une prise de conscience que les entreprises devaient à nouveau se focaliser sur la réduction carbone avant de compenser. Et du coup, il y a eu une baisse de compensation au niveau global. Mais c'est un des sujets majeurs de la COP29 à Bakou, qui va être n'oubliez pas la nature, maintenant il faut absolument reforestiser l'ensemble de la planète. La cinquième tendance, c'est tout ce qui est innovation et technologie. Donc aujourd'hui, les investissements majeurs se font dans tout ce qui est énergie renouvelable, donc tout ce qui est solaire, tout ce qui est éolienne, hydrogène, tout ce qui est carburant synthétique. Et alors, on commence à voir les premiers pilotes de ces solutions pour capturer le carbone qui sont encore plutôt en phase pilote. Et alors, la sixième tendance que l'on a vue au niveau de la COP et au niveau et dans toute la littérature qu'on suit, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie de l'investissement dans le climat n'est plus mis pour réduire l'empreinte carbone, mais est mis pour adapter les populations aux futurs changements climatiques liés aux exemples que j'ai donnés dans mon premier slide. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'argent qui est mis pour construire des digues,
pour essayer de mettre des pare-feux dans les forêts, pour essayer de refaire les canaux d'écoulement d'eau pour qu'il n'y ait plus d'inondations. Donc il y a énormément d'investissement qui est fait à ce niveau-là. Alors, si on regarde au niveau des pays, on remarque plusieurs tendances. Donc, aux États-Unis, donc on a été 2 fois l'année passée. On se rend compte qu'aux États-Unis, la motivation n'est pas vraiment là au niveau des entreprises. Certaines entreprises, au niveau global, sont intéressées, mais l'Américain moyen, patron de sa PME, n'est pas sensibilisé du tout par ça. Et voilà. Au niveau européen, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une certaine fatigue qui s'installe. Je lisais encore dans la presse ce matin que les investissements au niveau du climat et de la transformation climatique étaient pour la première fois en stagnation, alors que ça avait toujours augmenté durant les 10 dernières années. Donc, il y a un projet, je pense, au niveau européen qui doit être repensé parce qu'il y a de temps en temps une fatigue et on voit ça aussi au niveau de la participation à des événements liés au climat. Euh, on- nous, on est dans ce milieu-là et on voit qu'il y a un taux de participation qui commence légèrement à diminuer. Au niveau du Moyen-Orient, par exemple, c'est l'inverse. Au Moyen-Orient, il y a eu une prise de conscience grâce entre autres à la COP28, entre autres parce qu'il va y avoir une pression sur le pétrole qui va inévitablement arriver dans les 20, 30, 40 ans. Et eux voient ça comme une opportunité business. Et donc, ils sont très excités, ils investissent massivement. Et comme ils ont beaucoup d'argent, le chèque a décidé, tout le monde est aligné, ils avancent. Et donc, c'est une tendance forte qu'on voit. Et au niveau de la Chine, on voit qu'il y a une attitude plutôt d'observation. Mais néanmoins, ce sont eux qui font le plus d'investissements aujourd'hui. Aujourd'hui, 50% des centrales nucléaires qui sont construites dans le monde sont construites en Chine, ce qui montre ils évoluent vers cette neutralité carbone. Ils se sont engagés à être neutres en carbone en 2060. Et alors, ils ont aussi accès à toutes les ressources qui permettent de faire du solaire et qui permettent de faire de l'éolien. Donc, ils ont quand même un positionnement par rapport à la décarbonisation mondiale qui est très stratégique. Au niveau des tendances climatiques, ben, malheureusement, on évolue plus vers du 2,5 de réchauffement climatique plutôt que du 1,5, qui étaient les objectifs de Paris. Ce qui fait qu'il va falloir s'adapter, qu'il va falloir accélérer probablement un certain nombre de politiques. Alors, revenons à l'essentiel et essayons de comprendre quelle est l'approche globale pour mesurer son empreinte carbone. Donc, pour rappel, dans un projet de mesure d'empreinte carbone, on mesure quatre familles de gaz à effet de serre. On mesure le CO2 qui vient principalement du transport et de la déforestation, donc de tout ce qui est brûlé. Le méthane qui est produit principalement par l'agriculture, les décharges. Puis on va tout ce qui est nitreux, tout ce qui est lié aux engrais et également aux combustions de carburant. Et alors tous les gaz fluorés, le SF6, le HFC, qui sont tout ce qui sert à refroidir, donc qui sont dans les climatiseurs, euh, voilà. Alors, ils ont chacun des pouvoirs calorifiques qui sont très différents. Donc, on a, par exemple, le CO2, il va rester entre 50 et 200 ans dans l'atmosphère. Le méthane, lui, il va être 1 tonne de méthane, c'est équivalent à 25 tonnes de CO2, mais il va rester moins longtemps dans l'atmosphère. Par contre, l'oxyde nitreux, lui, 1 tonne d'oxyde nitreux est équivalent à 270 tonnes de CO2 et il va rester 120 ans dans l'atmosphère. Et le pire, c'est les gaz fluorés, où 1 tonne de gaz fluoré, c'est équivalent entre 2000 et 15 000 tonnes de CO2 et ça reste des milliers d'années dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'il y a 10 ans, on s'était attaqué d'abord à ces gaz-là. Alors, dans un bilan carbone, pour pouvoir comparer des pommes avec des pommes, on traduit tout en équivalent CO2. Donc, tout ce qu'une entreprise va acheter, transporter, etc., sera mis en équivalent CO2. Et donc, au niveau global, les origines des émissions proviennent principalement donc, de l'énergie qui est utilisée dans l'industrie, les transports et tout ce qui est construction, et puis une grande partie qui est liée à l'agriculture et à tout ce qui est reforestation et tout ce qui est utilisation du territoire.
Alors, si on regarde au niveau personnel, pour mieux comprendre ce que c'est un bilan carbone, si on regarde au niveau personnel, un bilan carbone, bah, c'est principalement ses déplacements. Donc, on a la voiture qui est une grande partie de l'empreinte carbone d'un être humain, avec l'avion et les autres transports. Ensuite, le deuxième gros poste, c'est tout ce qu'on mange. C'est la viande, ce sont les boissons transformées, c'est le lait, le fromage, les fruits, légumes, qui nécessitent chaque fois de l'énergie de transformation pour pouvoir arriver dans votre assiette. Le troisième bloc, c'est tout ce qui est le logement. Donc, ce qu'on utilise pour se chauffer, pour produire de l'électricité, pour construire des nouvelles choses dans notre maison. Euh, la quatrième tendance, c'est tout ce qu'on achète. Donc, tout ce qu'on achète pour sa maison, tout ce qu'on achète pour ses loisirs, les vêtements qu'on achète. Et alors, dernièrement, il y a tout ce qui est dépenses publiques. Donc, notre mode de vie fait travailler les administrations et donc il faut intégrer ça dans son bilan carbone. En France, la moyenne de tonnes de CO2 est de plus ou moins 9,9 tonnes de CO2. Hein, ça évolue quand même d'année en année, ça diminue. Aujourd'hui, on est plutôt à 7,8, je crois, pour la France. La Belgique reste beaucoup plus élevée parce qu'on n'a pas assez de nucléaire. Et donc, le Belge moyen émet beaucoup plus de CO2 que le Français moyen. Au niveau d'une entreprise, on a fait une analyse pour comparer deux sociétés. Une société qui est traditionnelle, qui ne fait aucun effort, qui est dans une société industrielle de 50 personnes, qui utilise son énergie, sa mobilité, la nourriture, etc. Et puis on l'a comparé avec une société green qui s'engage à faire des efforts et qui a, par exemple, installé des panneaux solaires, qui a décidé de chauffer en hiver que à 18 degrés et pas à 22 degrés, qui a isolé ses bâtiments, qui a mis en place, qui achète de l'énergie verte là où elle peut. Elle a mis des outils de monitoring, elle a mis des boilers thermodynamiques, elle utilise des batteries. Au niveau de la mobilité, ce sera une société qui aura mis en place un plan enfin, qui utilisera des véhicules électriques, qui aura mis un plan de transport pour ses employés avec un budget mobilité, par exemple, qui aura mis à disposition des vélos, qui pousse le car sharing, qui fait un peu plus de téléworking, qui fait de l'éco-driving pour ceux qui doivent se déplacer en voiture. Euh, Au niveau de la mobilité, bah, essayer de limiter les voyages en avion qui ne sont pas nécessaires. Au niveau de la nourriture, ils poussent des plans flexitariens, donc pas de la viande tous les jours. Au niveau des achats, qui font des achats sustainable. Et au niveau des déchets, qui font du tri et qui font attention à ne pas avoir trop d'emballage. Et on remarque que rien que par des efforts, je dirais, de comportement, c'est-à-dire on ne touche pas au business model de l'entreprise, on ne touche pas à ce que l'entreprise vend, produit, transforme, on arrive déjà à réduire entre 10 et 30 l'impact CO2 de la société. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, lorsque l'on fait un bilan carbone, c'est important d'aller voir tout ce qui se passe dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, on va tout d'abord regarder ce que l'entreprise va acheter. Quelles sont les matières premières qu'ils achètent, quels sont les éléments pour les bureaux, les tables, les chaises, tout ce qu'ils achètent. Ensuite, on va regarder de quelle manière ils transportent ces éléments d'un point A à un point B. On va regarder de quelle manière, est-ce que c'est en camion, est-ce que c'est avec un bateau, en train. On va regarder comment ces matières sont stockées, puis on va regarder la production, puis on va regarder ce que la production génère comme déchets, puis on va regarder l'énergie qu'on a utilisée pour la production, mais aussi pour les bâtiments, donc tout ce qui est asset, tout ce que l'entreprise possède. Puis on va regarder la mobilité. On va regarder la mobilité, le commute, c'est-à-dire le trajet domicile-travail. Et on va regarder également tout ce qui est transport. Enfin, on va regarder tout ce qui est logistique out, donc comment le produit est transporté chez le client final. On va regarder est-ce que le produit que produit l'entreprise génère du CO2 dans son usage sur du long terme. Donc, si vous vendez des voitures, ben, la personne qui achète la voiture, ben, elle va émettre du CO2 pendant une dizaine d'années. Et donc, ça rentre dans le bilan carbone. Si vous vendez des cuisines,
du matériel de cuisine, si vous vendez des fours ou un frigo, votre client va consommer, va émettre du CO2 pendant toute la durée de vie du bien qu'il a acheté. Et puis, on va regarder la fin de vie. Qu'est-ce qui se passe quand le bien est jeté et est terminé? Et donc, notre métier, c'est de collecter toutes ces datas, ces tonnes kilomètres, ces mètres carrés, ces kilowattheures en équivalent CO2 à l'aide des facteurs d'émission ceux qui existent, qui ont été développés par la science et par des organismes publics scientifiques. Alors, la raison pour laquelle aujourd'hui il faut bouger et les entreprises bougent, la première raison, c'est l'image. C'est aujourd'hui pour gagner des appels d'offres, pour pouvoir recruter du personnel, c'est important aujourd'hui de démontrer que l'entreprise est active au niveau du climat. Deuxièmement, c'est pour pouvoir avoir accédé aux fonds. Comme je disais tout à l'heure, les banques aujourd'hui mettent une pression très forte sur la loi CSRD et sur le bilan carbone. Il faut appliquer, il y a de plus en plus de lois comme le CBAM et le CSRD, et alors de plus en plus d'entreprises lancent des nouveaux produits, veulent se repositionner sur des produits qui sont plus green, et pour ça, c'est important de pouvoir mesurer, pour pouvoir évaluer quel est l'impact. Voilà, alors on va vous proposer aujourd'hui trois approches. Tout d'abord, une approche diagnostique que Nathalie va expliquer, qui est une approche qui est gratuite, qui dure une demi-journée pour l'entreprise. Puis on va vous présenter le scan, qui est un outil qui permet de mesurer votre empreinte carbone en moins de 3 heures pour vous donner une estimation globale de votre empreinte carbone. Et puis il y a l'approche bilan carbone complète qui va mesurer pour votre société qui est plus complexe, qui achète des biens, pour mesurer l'empreinte carbone de manière excessivement précise et complète. Alors je vais donner la parole à Nathalie qui va expliquer ce que c'est le diagnostic. Voilà, Nathalie, à toi. Très bien, merci Grégoire. Donc effectivement, moi je me présente Nathalie Guillemot de Capinov et plus particulièrement d'ID2Green. Donc Capinov, c'est un incubateur d'entreprise qui existe depuis 40 ans. Et au sein de Capinov, il y a quelques années, on a développé un département qui est dédié spécifiquement à la transition durable des entreprises parce qu'on s'est vraiment rendu compte que c'était un besoin de plus en plus présent au sein des PME wallonnes. Et donc voilà, c'est au sein d'ID2Green que je propose différents services, dont le diagnostic bas carbone. Je pense que c'est toi qui dois. Ouais, voilà. Donc le diagnostic bas carbone, comme l'a dit Grégoire, s'inscrit vraiment bien dans cette continuité des différentes approches finalement qui relient Decarbonize et ID2Green, dans le sens que en combinant nos offres, ça vous permet d'allier à la fois une approche qualitative avec le diagnostic bas carbone qui est vraiment une première entrée en la matière. Je vais vous présenter ça directement. Et puis une approche plus quantitative avec le scan ou le bilan carbone complet. Alors concernant donc le diagnostic bas carbone, donc très concrètement, en fait, moi je viens au sein de votre entreprise pendant environ une demi-journée. Et déjà au préalable, je vous demande de m'envoyer certains documents tels que vos factures d'eau, de gaz, d'électricité, le registre de déchets, des informations éventuellement relatives à une installation de panneaux solaires ou autres, qui me permet déjà d'analyser ça au préalable. Et puis le jour même, donc je viens sur site, je vous pose pas mal de questions par rapport à vos processus, à vos modes de fonctionnement, aux habitudes internes à l'entreprise, également à sa stratégie, dans quelle direction elle souhaite aller. Est-ce qu'elle souhaite aller vers quelque chose peut-être de plus circulaire, ou en tout cas, est-ce qu'il y a une réflexion qui est entamée par rapport à ça? Et puis après, évidemment, je fais le tour des bâtiments, des infrastructures pour aborder le volet énergétique. Mais donc, ça vous prend une demi-journée. Et puis après, moi, évidemment, de mon côté, j'analyse tout ça. Et environ un mois plus tard, je reviens vers vous pour vous présenter le rapport, donc qui comprend vraiment l'état des lieux de la situation, ce regard externe sur votre entreprise et surtout un plan d'action concrète à mettre en place avec vraiment des liens vers des experts, des aides, des subsides, etc. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de faire le point et de mettre en avant des actions qui sont très, très opérationnelles et que vous pourriez rapidement activer. Et pour information, donc ce diagnostic est 100% subsidié par les aides de Minimi. Donc pour toutes les PME wallonnes, cet accompagnement est totalement gratuit.
Alors très concrètement, au sein du diagnostic, j'aborde principalement donc trois thématiques. Tout d'abord, évidemment, la diminution des coûts énergétiques, ensuite l'économie circulaire et enfin la gestion interne de la transition durable. Alors concernant la diminution des coûts énergétiques, ben là je vais pas m'attarder. On peut juste passer au slide. Donc là, l'idée, ben, c'est vraiment d'analyser un peu ben, votre mix énergétique, les installations qui sont en place, voir si vous avez déjà des panneaux photovoltaïques ou non, est-ce que leur dimensionnement est correct. En termes de production de chaleur, est-ce qu'il y a moyen de récupérer de la chaleur, par exemple, si vous avez des serveurs ou un data center ou d'autres installations qui dégagent énormément de chaleur, est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour récupérer cette chaleur de manière à avoir une vision assez optimale finalement de l'énergie. Il y a évidemment tout ce qui concerne l'éclairage, la gestion de la chaleur des zones de production ou autres. Donc voilà, l'idée c'est vraiment à nouveau d'avoir ce regard externe sur la manière dont vous gérez votre énergie au sein de votre entreprise. Est-ce que vous avez les données? Est-ce que vous les collectez régulièrement? Est-ce que vous avez déjà mis en place des systèmes de monitoring ou autres? Et donc voilà, c'est faire le point et mettre en avant peut-être des pistes d'amélioration ou dans certains cas des signaux d'alarme. S'il y a des choses qui paraissent fonctionner de manière un petit peu anormale, c'est aussi l'occasion ben, justement de se poser et de se dire ben là, il y a peut-être moyen finalement de faire ça différemment. Donc ça, c'est le premier point, donc la diminution des coûts énergétiques. Ensuite, deuxième aspect, l'économie circulaire. Donc là, c'est un point qui m'intéresse tout particulièrement parce que donc l'idée, c'est vraiment finalement de se poser la question de finalement comment vous fonctionnez par rapport aussi à votre chaîne de valeur. Quelles sont vos relations avec vos fournisseurs, votre politique d'achat, en termes de logistique aussi, est-ce que vous avez mis en place une logistique inversée? Si vous proposez un produit à vos clients finaux, est-ce que ce produit a été éco-conçu? En termes également de business model, est-ce que vous êtes dans un business model relativement classique ou est-ce que vous entamez des réflexions vers des modèles de fonctionnalité, des modèles de partage? Et enfin, en termes de symbiose industrielle également, est-ce que vous avez réfléchi à mettre en place des collaborations avec, par exemple, d'autres entreprises de votre zoning, de manière éventuellement à revendre vos déchets qui pourraient être réutilisés en tant que ressources par une autre entreprise, ou bien un autre exemple de symbiose industrielle, ça peut être de mutualiser les passages des collecteurs de déchets. Enfin, il y a de multiples exemples en symbiose industrielle, mais donc l'idée, c'est aussi de se dire, mais là, il y a peut-être un potentiel aussi de mutualisation qui mérite d'être exploité. Alors, un petit peu plus en détail, quand on parle d'économie circulaire, je vous ai juste mis ici sur le slide, il y a différentes questions auxquelles le diagnostic bas carbone permet de répondre. Donc, si on peut juste faire apparaître les questions, voilà. Ben, comme par exemple, j'ai un projet d'économie circulaire, mais comment le développer et le financer? Donc, au travers du diagnostic bas carbone, je vous mets également en contact avec des experts spécialisés ou des aides, des experts par exemple comme le CIRIS, ou là par exemple, j'accompagne une entreprise dans la mise en place d'une logique de consigne. Donc là, il y a des liens qui sont faits avec FOS+, par exemple. Autre question, mes parties prenantes me demandent d'être plus durables. Par où commencer? Mais là, ça fait également le lien avec ce dont Grégoire a parlé ce matin et ces reporting CSRD. Finalement, comment ils vont s'appliquer aux PME non cotées? Comment se préparer par rapport à ça? Quels sont finalement ce qu'on attend de nous en termes de reporting? Vous, en tant que PME, qu'est-ce que vous pouvez déjà mettre en place pour répondre au mieux aux demandes de vos parties prenantes? Autre question, mes coûts de production augmentent à cause des prix de l'énergie et du prix des matières premières. Que faire? Ou encore, je ressens le besoin de changer de modèle économique vers un modèle plus durable. Par où commencer? Là également, j'accompagne actuellement plusieurs entreprises qui souhaitent mettre en place justement une logique de fonctionnalité. Et donc là, il y a toute une réflexion à la fois sur le modèle commercial et financier à développer, mais également sur les aspects opérationnels à prendre en compte. Et enfin, j'ai des déchets importants, comment les valoriser, soit via des projets de symbiose industrielle ou ne fût-ce que tout simplement, parfois en faisant un audit déchets, il y a certains déchets qui pourraient être davantage valorisés s'ils sont mieux, on va dire, compartimentés. Donc ça, c'est pour le volet économie circulaire. Ensuite, dernier aspect du diagnostic bas carbone, c'est la gestion interne de la transition durable. Ça également, c'est un aspect qui me tient particulièrement à cœur parce que avant, dans mon ancien métier, donc j'ai fait une thèse de doctorat en gestion du changement organisationnel.
Et je m'appuie fort justement sur cette expertise-là aussi pour accompagner les entreprises, parce que pour moi, évoluer vers une transition durable, ça se limite pas aux aspects énergétiques comme la mise en place de panneaux photovoltaïques ou le fait de recourir à une pompe à chaleur. Ça passe vraiment par des changements de comportement au sein même de l'entreprise. Évidemment, tout d'abord au niveau du leadership, mais après, il faut que ça percole à tous les niveaux de l'entreprise. Et donc, ça nécessite aussi d'accompagner l'entreprise au travers d'une politique de gestion du changement pour que cette transition de durabilité se reflète dans tous les aspects finalement de l'entreprise, comme par exemple sa politique de mobilité, sa politique en termes de numérique responsable, son tri des déchets, encore bien souvent, malheureusement, le tri des déchets n'est pas fait de manière optimale au sein des entreprises. De manière globale, l'adoption de comportements responsables quand vous organisez des team building ou autres, quels sont les réflexes finalement à mettre en place pour les organiser de manière éco-responsable. Et enfin, la question des certifications, labellisation. Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver parmi toutes ces certifications. Et donc, c'est aussi mon rôle d'aider les PME à y voir un petit peu plus clair en fonction aussi de leur situation, de leurs objectifs et des ressources disponibles, de manière à identifier finalement quelle est la certification la plus adaptée à leurs besoins. Donc ça, c'est pour le diagnostic bas carbone. Donc comme Grégoire l'a dit et je vous l'ai expliqué, donc c'est une demi-journée en entreprise et puis un mois plus tard, je vous présente donc le rapport. Suite à cela, il est également possible pour l'entreprise d'activer un suivi bas carbone de manière finalement à mettre en œuvre les actions qui auront été proposées au travers du diagnostic. Donc l'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans une logique à plus moyen long terme. Et donc là, j'ai la possibilité d'accompagner l'entreprise pendant 3 jours sur 2 ans, donc au total 6 jours, pour vraiment l'aider à mettre en œuvre de manière très concrète une des actions du plan d'action. Et donc, ça peut être, par exemple, une mise en relation avec un acteur comme Decarbonize de manière à entamer tout un processus de bilan carbone, comme ça peut être une réflexion autour de la gestion des déchets ou une réflexion autour du business model pour évoluer vers une logique de fonctionnalité ou autre. Donc là, c'est vraiment au cas par cas, mais ça permet finalement de ne pas se limiter, entre guillemets, à ce diagnostic un petit peu théorique, mais vraiment de passer à l'action. Et pour passer à l'action, une des possibilités que Grégoire va vous présenter, c'est notamment donc ce Quick Scan qui permet de rentrer dans cette logique bilan carbone, mais de manière un petit peu plus simplifiée, pour un petit peu toucher des doigts finalement les mécanismes de cette méthodologie avant éventuellement de passer à un bilan carbone total. Merci Nathalie. Alors rapidement, le scan, donc c'est un outil qui permet, je vais peut-être d'abord montrer un slide qui explique ce que c'est le scan. Donc le scan, c'est un outil qui permet de faire un bilan carbone en 3 heures, donc 2 heures de collecte de data et 1 heure pour remplir le questionnaire et essayer de comprendre son empreinte carbone. On peut avoir des benchmarks et des scores à travers le scan. On peut identifier des solutions de réduction adaptées à votre entreprise et vous aurez à la fin un rapport automatique qui vous donnera un bilan carbone. Alors, je vais vous montrer rapidement en quelques minutes à quoi ça ressemble. Donc, voilà le questionnaire. Donc, le questionnaire porte d'abord sur tout ce qui est énergie. On va vous poser des questions. Quelle est votre électricité? Quel est le nombre de kilowattheures d'électricité que vous achetez? Quel est le gaz naturel? Quel est le mazout que vous achetez? Quelle est votre production d'énergie durable? Donc, si par exemple, vous produisez 12 000, vous pouvez changer dans le questionnaire directement votre production. On va vous poser quelques questions sur l'eau et les gaz réfrigérants si vous avez des frigos ou des climatiseurs spécifiques. Ensuite, on va vous poser des questions sur la mobilité. On va intégrer le nombre de jours de télétravail, le nombre de personnes que vous avez dans l'entreprise. On va identifier quelles sont les voitures que vous utilisez, les voitures thermiques, hybrides, électriques, quelle est la distance moyenne que vous allez établir. Ensuite, on va identifier quel est le déplacement professionnel sur route que vous effectuez, par exemple pour les livreurs ou pour les vendeurs. Et ensuite, on va identifier quels sont les déplacements professionnels liés aux TGV, aux avions, court courrier, moyen courrier, long courrier. Ensuite, on va regarder les achats. On va regarder si vous achetez des biens particuliers, on va pouvoir identifier parmi la liste des achats
ce qui est lié à votre core business. La différence entre le scan et l'outil professionnel, c'est que ici, vous aurez une seule proposition, par exemple, pour l'aluminium, tandis que dans l'outil expert, vous pourrez choisir les 18 variations de l'aluminium qui ont un impact CO2 chaque fois différent. On va regarder vos achats de bureau, on va regarder les achats d'honoraires externes, donc si vous achetez du marketing, si vous achetez des avocats, des comptables, des assureurs, tout ça, ça rentre dans le bilan carbone. On va regarder votre logistique entrante et votre logistique sortante en posant quelques questions. On va regarder les immobilisations, donc quel est le nombre de mètres carrés que vous avez dans vos bureaux, si vous avez des usines, des entrepôts, des zones de stockage. On va regarder ce que vous avez acheté d'un point de vue informatique, d'un point de vue production, d'un point de vue au niveau des véhicules. Et enfin, on va regarder ce que vous émettez comme déchets, si vous émettez des déchets de manière spécifique, comme du carton, de l'aluminium, on va l'intégrer. Après avoir répondu à toutes ces questions, vous allez pouvoir visualiser votre émission carbone. Donc, cette entreprise émet 110 tonnes de CO2 et ça représente plus ou moins 5 tonnes de CO2 par employé, ce qui est relativement faible pour une société de service qui en général se situe entre 4 et 8 tonnes de CO2 par employé. On peut facilement zoomer sur certaines parties et analyser les achats, analyser la mobilité ou analyser l'énergie pour essayer d'identifier là où vous émettez le plus. Vous pouvez exporter avec Excel, vous pouvez afficher l'ensemble des résultats. Et puis, vous pouvez passer à la deuxième phase qui est « je veux réduire mon empreinte carbone ». Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir sélectionner des différentes solutions, comme par exemple une installation photovoltaïque. Vous dites « Ok, moi j'ai 600 mètres carrés sur mon toit ». Donc, l'outil va directement calculer automatiquement quel est le nombre de tonnes de CO2 potentiel que vous allez pouvoir réduire sur les 5 prochaines années. Alors, je mets à jour, je le rajoute. On peut regarder les solutions de mobilité, les solutions liées aux achats, aux logistiques, etc., immobilisation, déchets. Et alors, à la fin, vous pouvez visualiser votre plan de réduction carbone, ce que vous émettez aujourd'hui, ce que vos solutions de réduction vont vous permettre de diminuer et quelle sera votre empreinte carbone après avoir exécuté votre plan de réduction carbone. Et tout ça peut être visualisable dans un rapport qui sera disponible et que vous pourrez transmettre à vos banquiers, vos actionnaires, vos employés, qui produit automatiquement vos émissions carbone par scope avec des équivalents et vous donne également quel est votre plan d'action, le résumé de votre plan d'action. Donc c'est un outil super simple. On est probablement les seuls aujourd'hui au niveau européen à proposer cet outil-là, ce qui permet vraiment de lancer une société dans son trajet carbone. Alors pour les sociétés qui veulent aller plus loin, eh bien là on va procéder à la méthode plus traditionnelle. Donc c'est principalement pour les sociétés qui achètent des produits, qui les transforment, qui les déplacent, qui produisent des déchets. La première chose qu'on va faire, c'est définir le flux d'activité de cette société. Donc, c'est le slide que j'ai montré tout à l'heure. On va identifier toutes les zones où vous allez devoir collecter de l'information. Ensuite, on va collecter toutes ces datas et on va l'intégrer dans notre outil expert qui est le Carbon Cockpit Expert qui va permettre de faire toutes les analyses qu'on veut et de pouvoir rentrer vraiment, faire de l'analytique, faire des calculs, faire des simulations de plans de réduction. On va pouvoir faire aussi ce que l'on appelle du product carbon footprinting, c'est-à-dire calculer l'empreinte carbone de vos produits spécifiques que vous voulez vendre sur le marché. On va pouvoir intégrer les compensations que vous émettez. On va pouvoir analyser la précision des données que vous collectez. Donc là, c'est un travail plus important. Voilà, on arrive au bout, on a respecté le timing à 9h43. L'approche globale pour faire un bilan carbone complet, il faut d'abord faire la partie mesure, c'est-à-dire qu'on commence toujours par une session de awareness pour essayer de sensibiliser sur ce que c'est un bilan carbone, pourquoi il faut faire un bilan carbone, qu'est-ce que ça va impliquer dans l'entreprise. Puis on va collecter les données, puis on va analyser
le bilan carbone de l'entreprise de manière détaillée. Et enfin, on va définir tous les objectifs de réduction, on va définir un plan carbone précis et évaluer combien ça coûte, quel est l'investissement que ça demande à l'entreprise. Et on va évaluer ça sur le long terme, sur les 5 à 10 années suivantes, en incluant l'impact CO2 et l'impact financier. Et ensuite, on peut faire d'autres choses. On peut mettre en place un ESG manager, on peut faire des audits de vérification, on peut faire de l'analyse de product carbon footprint, comme je le disais tout à l'heure, faire de la compensation, faire du reporting pour le CSRD et pour former les gens en interne. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Pour rappel, le diagnostic, c'est gratuit, c'est avec Nathalie. Ça prend une après-midi. Ensuite, vous pouvez utiliser le scan de manière quasi autonome. On produit un support et on fournit un support de 2 fois 35 minutes. D'abord, 35 minutes pour faire un onboarding et puis 35 minutes pour faire une analyse et vérifier vos chiffres. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et avoir un bilan carbone certifié, complet et plus complexe, alors là, c'est plus sur demande et il faut faire un projet d'accompagnement. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie d'avoir été présent bien à l'heure et je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas s'il y a moyen de poser des questions, mais... Oui, il y a moyen. Je vais activer les micros pour ceux qui souhaitent. Voilà. Si certains d'entre vous ont des questions, on est encore disponible. Voilà, je ne sais pas s'il y a la possibilité. Oui, il y a la possibilité, mais je pense que personne n'a de questions, visiblement. Moi, je suis entendu? Oui. Oui, ben écoute, félicitations pour le rythme. Je vous connais l'un et l'autre, le rythme et la quantité. Et je vois en tout cas déjà 2 entreprises auxquelles je transfère les infos. C'est remarquable, c'est passionnant. Super méthodologie. Je vous remercie, monsieur. Dis, est-ce que le coût, dans ton approche globale au départ, est-ce que et tu dis que l'Europe se fatigue de s'interroger, est-ce qu'une info sur le coût des guerres en cours, le bilan carbone des guerres, ça existe quelque part? Parce que ça peut être un élément qui titille et qui peut précisément réveiller les réfractaires. Alors, c'est une information qu'on n'a pas parce que c'est très compliqué de calculer le nombre de bombes qui ont explosé et tous les coûts de production. Mais l'impact carbone est gigantesque, est vraiment gigantesque, parce que ça nécessite des déplacements qui sont colossaux de matière, d'hommes, de bateaux, d'avions. Donc il y a une consommation, sans parler des bombes en tant que telles qui génèrent, grâce à la combustion, et plus pour une bombe qui a explosé en vrai, il y a peut-être 10 bombes qui ont explosé en test. Donc il y a une émission carbone qui est terrible et alors est-ce que ça va influencer les choses? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je crois que les enjeux politiques, et on parle aussi de guerre climatique bientôt, de dire dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a ce que l'on dit peu, mais qui est vrai, c'est que la Russie veut mettre la main sur les productions de céréales de l'Ukraine et qui sont la base, une des bases de l'alimentation européenne et même de l'Occident, enfin des États-Unis. Donc, c'est très compliqué de dire que l'impact carbone va diminuer les guerres. Ça, c'est mon point de vue. Écoute, comment dirais, est-ce qu'il n'y a pas place? Enfin, je ne sais pas si c'est toi ou s'il y a des centres de recherche, mais au moins en se limitant au coût de la guerre, de la destruction et des bombes, qu'il y a un élément, d'information au grand public, et puis 2, c'est précisément pour secouer la fatigue des Européens, entre autres. Ouais. Il n'y a pas un centre quelque part où il y a des infos à trouver. Ben, bon, c'est en dehors du sujet, mais moi j'ai été très fort frappé par ce que tu as dit au départ. On perd la conscience du défi, quoi. Oui,
progressivement, oui. Et l'investissement est en train de switcher vers la défense, comme tu le disais, ouais. J'ai une question, Manu, de EcoBuild. Belle présentation tout d'abord. On rencontre pas mal d'entreprises PME qui sont déjà bien avancées dans la transition, mais qui ont de plus en plus de mal de garder des clients grosses entreprises qu'ils avaient auparavant, mais qui dans le futur veulent plus d'informations par rapport aux actions qu'ils ont entreprises et donc ils doivent transmettre des données plus précises qu'auparavant. Ils ont fait des premiers tests, des projets sociétaux, des projets durables, mais qui maintenant doivent transmettre des données plus précises. Et donc, ma question est, le Quick Scan, est-ce que tu peux me donner une idée de prix pour une PME pour que je puisse éventuellement les orienter? Alors, pour le scan, le prix, c'est 1 200 € par an. Et ça inclut quelques heures d'accompagnement. Et le scan est totalement suffisant pour des sociétés de services ou des sociétés qui sont assez simples ou petites. Par contre, dès qu'on est dans une société qui est plus à caractère industriel, de plus de 20-30 personnes, alors là, il faut aller plutôt vers l'option Carbon Cockpit Expert, et là, ce sont des projets qui sont, il faut compter entre 7 et 10 000 €, service compris, plus la licence. Merci. Comme disait Nathalie, il y a des subsides qui sont disponibles à Bruxelles et en Wallonie. Top, merci. En Wallonie, ce sont les chèques économie circulaire, si jamais, qui permettent d'avoir 50% de subsides sur l'accompagnement par rapport au bilan carbone. Donc, pas l'accès à la plateforme, à la licence, mais tout ce qui est accompagnement sur le côté, c'est subsidié à 50%. Super. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et nous sommes, Nathalie et moi, sommes totalement disponibles. Vous pouvez nous contacter par email ou par téléphone et on peut avancer avec vous si vous le souhaitez. Parfait. Je vous souhaite Merci. une excellente journée. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir.